Une planète hostile, du sable à perte de vue et un jeu de deck building, c'est ce que Maxildan nous raconte aujourd'hui, et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 53e épisode de CQTJ. J'espère que vous allez bien en ce mardi 30 avril, surtout si vous avez la chance d'avoir quelques jours de congé. Pour certains, ça reste les vacances de Pâques en différé, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Pour les autres, dans les jours qui arrivent, il va y avoir une ribambelle de dates fériées, alors peut-être que vous en profiterez à ce moment-là. Amateurs de jeux, de cartes, de stratégies élaborées, aujourd'hui nous délaissons nos souris, claviers et manettes pour explorer un terrain de jeu un peu plus tangible, celui d'un jeu de société. Imaginez-vous un instant autour d'une table avec des cartes qui s'empilent, des dés qui roulent ou pas, et des rires qui fusent. C'est là que naissent les souvenirs et moments marquants que je recueille dans cette émission. Et pour cet épisode du jour, c'est un passionné de nouvelles technologies, de jeux et de musique que je reçois. Animateur et streamer depuis déjà plus de 10 ans, il nous présente chaque semaine des nouveaux jeux de société sur YouTube. Bienvenue à toi, Maxildan. Salut, merci de me recevoir. Je t'en prie, comment tu vas? Écoute, ça va plutôt bien. On va parler de Dune aujourd'hui. Il se trouve que cet après-midi, je vais justement jouer à Dune. Ah, ben comme quoi, tu vois, ça va te mettre un petit peu le pied à l'étrier. Exact. Comme Marie Giordana, que j'ai eu le plaisir de recevoir plusieurs fois, tu es membre du jury des As d'Or. Ça fait 5 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, c'était toujours des moments agréables parce que ça me permet, moi, de découvrir plein de jeux. En fait, j'ai rejoint le jury à peu près au moment où j'ai commencé à vraiment produire beaucoup de contenu jeux de société. C'était intéressant parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Ouais. Et du coup, c'était cool pour moi de pouvoir m'impliquer à fond dans une nouvelle passion. Je trouve que ça m'apprend beaucoup tout en me donnant une certaine légitimité dans le milieu, ce qui est cool aussi. Ouais. Et voilà, je regrette pas et j'espère pouvoir y rester longtemps. Alors là, on enregistre avant la cérémonie des As d'Or de 2024, donc on n'en parlera pas. Ouais. De toute façon, même moi, j'ai pas envie de savoir. Par contre, moi, il y a une question qui m'intéresse, c'est justement comment le jeu de manière générale, est arrivé dans ta vie. Bah, comme tout le monde, j'ai joué un petit peu à certains jeux de société quand j'étais gamin, quoi. Destin, Monopoly, ce genre de choses. À la base, ouais. Et en fait, j'ai jamais vraiment aimé ça. Alors, je sais pas si parce que ces jeux-là, je les aimais pas ou peut-être j'avais pas le bon entourage pour l'apprécier. Mhm. On jouait à ces jeux-là, mais avec des règles souvent à peu près, avec des parties qui duraient souvent beaucoup trop longtemps, enfin bref, ce genre de choses. Je crois que Ouais. le seul jeu auquel je jouais vraiment avec un certain plaisir, c'était peut-être le Uno. Puis Ouais. après, quand j'ai commencé à avoir un PC, une console, j'ai laissé de côté le jeu de société. Ok. En plus, je suis fils unique. On n'avait pas vraiment de temps de jeu, tu sais, avec mes parents, de dire ah le dimanche, on se retrouve autour d'une table, on joue ensemble. J'avais pas ça. Et du coup, je me suis un peu enfermé sur mon ordi, sur ma console, ce qui m'allait très bien à l'époque. Je suis pas en train de faire le gamin malheureux. Ouais. Mais c'est vrai que je jouais pas aux jeux de société, c'est pas du tout mon truc. Et beaucoup plus tard, j'ai rencontré ma femme actuelle, ça fait bientôt 14 ans qu'on est ensemble. Bah, félicitations. Ouais, et pendant les vacances, on était dans ma belle famille, à Nice. Mhm. Bah, tu sais, moi, je suis pas très famille et je connais pas trop Nice. Bref, j'étais plus là pour faire plaisir à ma femme que pour moi-même. Ouais. Et arrive des moments où je m'ennuie un peu. J'ai tendance à être un peu hyperactif. Passer une journée à ne pas être productif, pour moi, c'est un problème. Je comprends, ouais. Quand je vois une nouvelle série qui sort et que le lendemain, les gens disent ah la vache, j'ai regardé les 18 épisodes, c'est incroyable. Je me dis, mais waouh, tu as tellement de temps à perdre, c'est fou. Bref, en tout cas, c'est comme ça que moi je vis le truc. Et donc, j'avais besoin d'être productif, de faire quelque chose, d'activer mon cerveau, quoi. Mhm. Et donc, je me balade un peu en centre-ville, je tombe sur une boutique de jeux de société, je rentre dedans, je regarde, je flâne et je regarde les boîtes, les illustrations. Et ça me donne envie, quoi. Ça me parle, je me balade dans cette boutique exactement comme, en tout cas, comme je me baladais quand j'étais gosse dans des boutiques de Warhammer et que je regardais toutes ces boîtes que j'avais pas du tout les moyens d'acheter Ouais. et que je me disais, ah, j'aimerais trop faire une super armée, me battre avec mes potes et nanana. Et là, je les regarde et je me dis, ouais, mais bon, les années ont passé et là, je peux m'acheter un peu ce que je veux. Est-ce que je me fais pas un peu plaisir? Donc, je commence à regarder et je tombe sur une boîte qui me parle plus que les autres, qui s'appelle Abyss. Ouais. Donc, jeu de Bruno Catala et surtout les illustrations de Xavier Colette qui sont magnifiques. J'adore cet univers. D'ailleurs, depuis, ils ont sorti
un bouquin d'artwork sur l'univers d'Abyss. Les illustrations, comme beaucoup de gens, hein, j'imagine, mais une bonne illustration fait que tu vas de suite accrocher et tu vas vouloir en savoir plus. Et de faire un artbook sur ces illustrations-là, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Bah, ça prouve que c'était pas tout à fait un jeu comme les autres, en tout cas visuellement. Donc ça m'a plu énormément. En plus, ce truc un peu original de dire, ah bah, on a 5 boîtes différentes des couleurs de chaque faction. Ouais. Vous voyez pas trop ça dans le jeu de société. Et évidemment, j'ai pris la boîte rouge, puisque j'adore la couleur rouge. Mais ouais, quand j'ai vu ça, en fait, c'est surtout les illustrations qui m'ont parlé. Donc en fait, ce qui m'a amené au jeu de société, au final, c'est Xavier Colette. D'accord. C'est ces illustrations que j'ai trouvées folles. Après, j'ai joué au jeu, je l'ai trouvé super cool. Maintenant, avec le recul, j'ai beaucoup plus d'expérience, j'ai joué à beaucoup plus de jeux. Je trouve que sur certains points, il a mal vieilli. Mhm. Je ne trouve plus aujourd'hui que ce soit mon jeu préféré. Ouais. Mais en tout cas, c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a fait découvrir le jeu de société moderne et de me dire, ah ouais, en fait, le jeu de société, c'est ça. Maintenant, il y a des mécaniques un petit peu, pas complexes, mais en tout cas un peu plus avancées que juste tu lances ton dé et t'avances sur des cases. Puis tu prends des cartes et tu fais ce qui est écrit dessus, ou ouais, des simples jeux de cartes avec des chiffres. Je suis en mode, ah d'accord, là, il y a un vrai truc, il y a un plateau, il y a des choix à faire au début de ton tour, tout le monde fait pas la même action. Ok, ça m'intéresse. Donc je commençais à creuser ça et j'utilisais le temps libre que j'avais à rien foutre dans ma belle famille pour lire des bouquins de règles Ok. et après les tester avec ma femme qui est plutôt joueuse aussi. Et en fait il se trouve que elle a, je suis désolé, je parle beaucoup, elle a une maladie un peu intangible, enfin on s'en est pas rendu compte tout de suite, mais en fait elle a un vrai mal des transports assez prononcé. Ok. Et il se trouve que quand elle joue à un jeu en 3D, au bout de 10 minutes elle a la gerbe quoi. Et donc là où on partageait beaucoup de moments de jeux vidéo ensemble il y a quelques années, eh ben, on pouvait plus du tout en partager parce que bah, moi, je jouais à beaucoup de jeux Ouais. justement en 3D, quoi, en vue à la première personne ou autre. Et elle, en fait, les seuls jeux qu'elle supporte, c'est les jeux qui sont avec un gameplay 2D. Donc, tu vois, un Mario, le dernier Ouais, ouais, Prince ouais. of Persia qui est sorti là, par exemple, elle À adore. moins tes sens sont pas mis sans dessus dessous. Voilà, à partir du moment où on peut contrôler la caméra, elle a envie de gerber. Et donc, on ne partageait plus ça. Et c'est vrai que le jeu de société, bah, ça nous permettait de se remettre à jouer ensemble et de partager un truc. Donc c'était cool. Et donc, ouais, Abyss. Et puis après, quand il y a eu Abyss, j'ai fait, attends, c'est trop bien, je veux découvrir d'autres jeux. Et en gros, chaque année, on allait dans cette boutique et je dépensais 2 à 300 euros de jeux de société. Ce qui était énorme pour moi à l'époque, quoi. En fait, j'allais sur Trick Track, je regardais tous les jeux dont le visuel me parlait. Donc vraiment, la première barrière pour moi, c'est le visuel. Ou juste ou si je voyais, je sais pas, que le nom me parlait, que l'univers ou l'arrière de la boîte, je suis en mode, ah ouais, ça me donne envie ou quoi. Ouais. Donc c'était vraiment d'abord visuel, je m'intéressais pas, je lisais rien des mécaniques ou quoi, je regardais d'abord le visuel. J'ouvrais 10 000 onglets et ensuite je regardais toutes les vidéos de Trick Track en mode, chers interlocutateurs, interlocutrices, est-ce que ce jeu est fait pour vous ou pas? Ok, merci Monsieur Fall. Parle-moi et je vais voir si ce jeu est fait pour moi ou pas. Et donc je fermais les onglets un à un au fur et à mesure que je disais non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Puis à la fin, je gardais, je sais pas, entre 5 et 15 onglets d'ouvert. Je me faisais ma petite liste, j'allais au magasin, j'achetais tout. Je suis un peu comme toi dans le sens où le visuel me parle énormément. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. L'année dernière, Marie, gère des jeux, étranges jeux, m'a parlé de Challengers. Mhm. Et Challengers, honnêtement, le design de la pochette, enfin des cartes et tout ça, ça me parle pas. C'est dégueulasse, on peut le dire. Ouais, et elle m'a dit: «Mais t'arrêtes pas à ça, le concept est vraiment génial et tout», et je l'ai écouté et je l'en remercie parce que j'ai acheté le jeu et que j'ai passé beaucoup de bons souvenirs dessus. Néanmoins, elle aurait pas été là, je me serais même Mm. pas arrêté devant. Bah, c'est l'intérêt d'un prix comme l'As d'Or, par exemple, ou comme le Spiel. C'est l'intérêt de tous ces joueurs sur YouTube qui partagent leur passion. C'est qu'en fait, ils servent d'entonnoir. Ils sont prescripteurs Oui. et ils sont là pour te dire, bah écoute, toi, t'as pas le temps, t'achètes peut-être un, deux, 10 jeux dans l'année. Moi, j'en ai fait 200 et je vais te dire lesquels sont les plus marquants. Et c'est un gain de temps incroyable pour les gens. Et même quand tu vas dans une boutique, les vendeurs ont... Certains sont extrêmement passionnés, et tant mieux. D'autres, c'est peut-être plus un taf alimentaire cool qu'ils font. Et ils ont peut-être pas tous le temps de jouer à autant de jeux, d'en découvrir autant. Et en général, quand tu vas dans une boutique, le vendeur te recommande des bons jeux, mais il te recommande des jeux qu'il a envie de vendre, des jeux qu'il connaît. Et donc, il a un peu ses favoris aussi, tu vois. Oui. Là, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir soit des créateurs de contenu, soit des prix
qui permettent de faire le tri parmi les centaines de jeux qui sortent chaque année, Ouais. et bah ouais, c'est là que des gens comme Marie entrent en jeu et te disent alors attends, effectivement, il y a ce truc-là qui est nul dans ce jeu, mais tout le reste est génial, vas-y, et ça permet de pas louper des pépites, quoi. Exactement. Ouais, puisqu'on parle de graphisme, du coup, on rebondit sur, le jeu que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui, qui est Dune Imperium. Je n'y ai jamais joué, donc on Ok, pense que tu vas aisément me vendre la chose. c'est mon métier. J'ai vu pas mal de vidéos sur le voilà, pas mal de vidéos sur le net, y compris les tiennes. Parle-nous un petit peu de Dune, et c'est quoi comme style de jeu? Dune Imperium, c'est un jeu de pose d'ouvriers, de deck building et de gestion de ressources. Le but du jeu, c'est de gagner des points de victoire. Le premier joueur qui arrive à 10 points de victoire déclenche la fin de partie. Et une fois que la partie est terminée, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Comment est-ce qu'on gagne des points de victoire? On a différentes factions sur la map. Alors évidemment, ça vient de l'univers de Dune, hein, donc le livre, le film. Voilà. Donc si vous avez vu Timothée Chalamet récemment au cinéma, c'est un jeu qui est adapté de ça. D'ailleurs, les illustrations mettent en avant les stars du film. Donc ils ont vraiment la licence. D'accord, ouais. Et ici, en gros, le principe du jeu, ça va être de déplacer ces ouvriers sur des zones qui vont nous apporter des ressources. Et en fait, chacune de ces zones est affiliée à une faction du jeu. Il y a les Fremen, il y a l'Empereur. En tout cas, il y a 4 factions principales de 4 couleurs différentes. Et en fait, à chaque fois qu'on va sur une de ces factions, on va faire monter notre jeton sur une petite échelle. Mmh. Et à force de monter sur cette échelle, eh bien, on va gagner des points de victoire. Le but, c'est d'en avoir 10, et il se trouve que ces échelles ne suffiront pas à te faire monter à 10 points de victoire. Donc, il y a une autre manière de gagner des points de victoire, c'est d'acheter des cartes, notamment une carte qui s'appelle l'épice doit couler. Et c'est une carte qui représente le gros ver de sable qui est emblématique de l'univers de Dune. Ouais. Et quand on ramasse cette carte, eh bien, ça nous donne immédiatement un point de victoire. Et enfin, il y a un dernier moyen de gagner des points de victoire. Alors, il y en a d'autres, hein, mais ils sont un peu plus accessoires. Mais en tout cas, il y a un dernier moyen principal de gagner des points de victoire, c'est de participer à des batailles, puisqu'à la fin de chaque manche, on va regarder la puissance militaire de chaque joueur, et celui qui a la plus grosse l'emporte. D'accord. On a en fait une carte d'objectif qu'on découvre au début de la manche, et qui nous dit pourquoi est-ce qu'on est en train de se battre. Et donc à la fin de la manche, on va établir un classement en fonction de notre puissance. Celui qui est premier prend la meilleure récompense, celui qui est deuxième prend la deuxième, celui qui est troisième prend la troisième. OK. Et à force de récupérer ces ressources, qui sont donc de l'eau, la ressource la plus rare, de l'épice, une ressource un peu moins rare, et enfin de l'argent, qui s'appelle des solaris, qui est pour le coup plus facile à obtenir, eh bien on va user de ces 3 ressources pour aller sur les différents lieux que nous propose le plateau de jeu et obtenir différentes ressources qui vont nous permettre d'avancer. Ce qui va nous rendre de plus en plus puissants au fur et à mesure de la partie, c'est qu'à chaque fin de manche, on va pouvoir dépenser de l'influence. L'influence, elle est sur les cartes qu'on a jouées, elle peut être aussi sur le plateau de jeu. Mmh. Cette influence, on va la dépenser pour acheter de nouvelles cartes. Donc on démarre tous comme un jeu de deck building classique avec le même jeu de cartes. Je crois qu'on a une dizaine de cartes en main. Et au fur et à mesure de la partie, on va en acheter de nouvelles. Donc il y a un marché de cartes qui est disponible. Et toutes les cartes qu'on va acheter vont être évidemment plus puissantes, enfin la plupart en tout cas vont être plus puissantes que celles qu'on a de base en main. Donc on va vouloir bien sûr en acheter de nouvelles, potentiellement se débarrasser de celles qui sont les moins puissantes pour pouvoir avoir un deck le plus puissant possible. Ouais. Mais il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention quand on achète de nouvelles cartes. C'est que c'est un jeu où ces cartes vont à la fois nous permettre de faire des actions et d'obtenir des ressources aussi, mais elles vont également être un ticket d'entrée. C'est un pass qui va permettre à nos agents, à nos ouvriers, d'aller sur certaines cases. Puisque par exemple, si je veux aller sur la case bleue, la case des Fremen, eh bien, je dois avoir l'icône des Fremen sur la carte que je joue. Et on va à chaque fois jouer une carte et prendre un ouvrier et l'envoyer sur le lieu indiqué par la carte. D'accord, ouais. Et en fait, c'est ça qui est difficile dans le jeu, c'est qu'on a envie d'acheter des cartes super puissantes qui font des effets hyper cool. Le problème, c'est que les cartes les plus puissantes, c'est aussi celles qui sont des passes pour le moins de lieux possible. Parce qu'une même carte peut te permettre d'aller sur plein de lieux différents, mais certaines cartes te permettent d'aller sur un seul lieu. Et en fait, en général, celles qui te permettent d'aller sur un seul lieu, bah, c'est aussi les plus puissantes. Donc il faut trouver un juste milieu dans ton deck Mmh. entre les cartes qui vont te donner plein d'effets puissants et les cartes qui vont permettre à tes agents de se déplacer sur le plateau et donc de gagner des ressources, de choper des soldats, de pouvoir aller à la guerre, de choper de l'influence pour pouvoir acheter de nouvelles cartes, etc., etc. Et si tu te retrouves dans le piège d'acheter que des cartes puissantes mais qui ne te permettent pas de te déplacer sur le plateau, bah, tu vas probablement perdre. Faut équilibrer un petit peu ton deck. Tu peux pas abandonner une carte, n'importe comment, en fait. Il faut quand même toujours un petit peu réfléchir et c'est, très intéressant. Et en fait, ce mélange d'avoir du placement d'ouvriers qui est cool parce que je trouve que c'est une des mécaniques qui donne une interaction indirecte mais assez présente.
Quand je joue à un jeu de société, j'aime beaucoup qu'il y ait de l'interaction. J'aime pas vraiment les jeux coopératifs, c'est pas mon truc. Ça m'arrive d'y jouer, mais Ouais. voilà, c'est moins mon délire. Et j'aime encore moins les jeux solo. Ça m'intéresse pas du tout. Si je veux jouer à un jeu solo, je joue à un jeu vidéo, en fait. Pour moi, le jeu de Mmh. société, c'est un moment de partage autour d'une table, de rigolade, de réflexion, mais c'est surtout pas un moment solitaire. En tout cas, c'est comme ça que moi je vis le truc. Ça porte son nom, hein, jeu de société. Ouais, mais tu sais, il y a plein de gens qui. Ça se développe beaucoup de jeux solo et il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui ne jurent que par ça, qu'adorent ça. Et d'ailleurs, régulièrement, quand je dis que les jeux solo, que je ne comprends pas l'intérêt, j'ai des remarques, parfois même des insultes pour dire ah là là, mais vous vous rendez compte, il ose dire que les jeux solo, ça n'a pas d'intérêt alors que c'est un membre du jury des As d'Or. Ça veut dire qu'on verra jamais de jeux solo dans les As d'Or. Je suis là, oh, les gars, on est neuf hein, dans le jury. Je suis pas le seul à donner mon avis. Oui, déjà, ouais. Donc c'est faux. Faites-moi un jeu solo qui est exceptionnel et j'aurai les yeux qui brillent. Mais pour le moment, voilà, on n'en est pas là. Bref, donc ouais, le placement d'ouvrier, je trouve que c'est une mécanique qui te donne pile poil l'interaction qu'il faut. C'est-à-dire que je vais aller sur cette case et du coup, tu peux pas y aller. Ça t'empêche pas de jouer parce que tu peux faire plein d'autres choses, mais j'ai quand même un peu contrecarré tes plans et j'ai obtenu quelque chose que tu n'obtiendras pas. Et ça, je trouve que c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Derrière ça, tu as le deck building qui est pareil, hyper intéressant parce que bah, ça te permet petit à petit d'avoir un Mmh. deck qui est pas le même que celui de tes adversaires. Et du coup, ça récompense le fait tout au long de la game d'avoir fait des bons choix. Bah, ça va t'amener petit à petit vers la victoire. Je trouve ça assez chouette. Puis, c'est un jeu d'opportunité. Tu dois prendre les bonnes cartes parmi celles qui sont disponibles. Tu peux pas te dire à chaque game, oh bah, je vais tout le temps prendre cette carte, elle est forte. Ah ouais, mais il faut qu'elle soit disponible, il faut que personne d'autre ne l'ait prise avant toi, etc., etc. Et puis la gestion de ressources, bon bah ça c'est plus classique, c'est juste le truc qui te permet de limiter tes choix. Ouais. Mais voilà, je trouve que ce mélange de placement d'ouvriers et de deck building, il était assez bien trouvé ici par Paul Denen, l'auteur du jeu. Et les extensions en plus sont malines parce qu'elles apportent quelque chose. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter Dune Imperium, je vous recommande fortement l'extension l'avènement d'X, puisque pour moi, c'est Ah, jouer à Dune Imperium avec l'extension l'avènement d'X, c'est pour moi le jeu parfait, ou presque. OK. C'est-à-dire que sans l'extension, il y a un petit souci d'équilibrage, je trouve, dans le jeu. Il y a certaines factions qui sont plus importantes que d'autres. Il y a certaines ressources qui sont plus faciles à obtenir que d'autres, ou plus utiles que d'autres. Avec l'avènement d'X, ils ont réussi à trouver un équilibre où tout est utile, tout est important, tu ne pourras pas aller partout, et tu arrives à avoir cette sensation que moi j'aime beaucoup, de se dire j'ai envie de tout faire et je ne peux pas. Je dois donc faire des choix. Là où sur Et le donc du coup, jeu tu as de... envie de recommencer, ouais. Bah, en fait, c'est ça. Ça te donne une envie de recommencer, effectivement. Et surtout, bah, ouais, une richesse de rejouabilité. Là où, en fait, sur le jeu de base, il y a beaucoup plus la possibilité de dire ok, bah, à partir du moment où je vais jouer ce personnage-là, parce que tu peux aussi choisir un personnage qui donne un pouvoir un peu différent des autres, Oui. je vais tout le temps avoir un peu la même stratégie. Et ça peut marcher. Là où, avec l'extension, franchement, ça rebat complètement les cartes. Et tu vas vraiment devoir beaucoup plus t'adapter. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Et je ne joue plus à Dune sans l'extension Avènement X. D'accord. C'était une des questions que je voulais te poser. Souvent, il y a des jeux où les extensions n'apportent pas forcément grand-chose. Là, il y en a 2, je crois, il y a l'avènement d'X et Immortalité. Ouais. Tu me dis que l'avènement d'X, c'est une bonne extension et l'autre? Immortalité est une bonne extension aussi, mais je trouve qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. En gros, pour moi, Dune Imperium, c'est un jeu relativement accessible. OK. Quand j'expliquais les règles tout à l'heure, forcément, vous n'avez pas l'image, donc ça vous a peut-être paru un peu abstrait. Mais en général, même quelqu'un qui n'est pas extrêmement joueur, il va pouvoir jouer assez rapidement. Alors, je dis pas qu'il va bien jouer, parce qu'il y a plein de notions liées au deck building, au placement d'ouvriers, qu'on va acquérir au fur et à mesure qu'on joue à différents jeux de société, mais en tout cas, tu peux jouer et tu peux comprendre un peu ce que tu fais. Avec l'avènement d'X, ça t'amène juste une pointe d'équilibrage et de complexité en plus, mais ça reste jouable. Ouais. OK. Avec Immortalité, on commence à arriver à un jeu vraiment expert qui se destine à des gens qui ont vraiment envie de se triturer le cerveau. Parce qu'on arrive sur une extension où, au lieu de jouer une carte par tour, on a la possibilité de faire des fusions de cartes et d'en jouer deux. Ouais. Et du coup, elles vont se compléter l'une l'autre et elles vont du coup doubler leurs effets. Et tu vas avoir une carte qui te dit ramasse tant de pièces, et puis tu en as une autre qui te dit bah, fais aussi tel effet. Et en fait, si vous avez fait tel effet et tel effet, alors il se passe ça. Et tu vois, tu commences à avoir une cascade de trucs, voire même des cartes. Et là, les joueurs de Magic me comprendront. Oui. Des cartes qui te disent cette carte vous permet de copier l'effet de sa fusion. Et là, tu fais alors attends, du coup, si je la fusionne avec ça, c'est-à-dire que je peux faire ça deux fois et du coup, nanana. Et là, ça fait des effets en cascade qui sont assez fous.
moi, la manière dont je définis un jeu comme étant plutôt expert ou plutôt familial ou plutôt initié, c'est le nombre de choix que tu as à ton tour, le nombre de paramètres à prendre en compte pour pouvoir faire tes choix, et le nombre de conséquences que vont avoir tes choix. Ouais. Ces éléments-là, c'est ce qui fait qu'un jeu va être plutôt accessible ou plutôt réservé à des gens qui, on va dire, ont l'habitude de jouer à des jeux. Ça ne veut pas dire que un jeu expert, ça ne veut jamais dire que ça ne peut pas être le premier jeu de quelqu'un. C'est faux. Ça peut tout à fait être votre premier jeu. Si vous êtes passionné de l'univers de Dune, par exemple, en fait, vous allez avoir envie d'y mettre de l'investissement en termes de temps et de cerveau Mmh. disponible. Et donc, ça va bien se passer. Maintenant, si l'univers vous laisse de marbre, bon, bah voilà, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Le truc, c'est qu'aussi, plus tu joues à des jeux, Oui. plus il y a des mécaniques qui ne vont plus te demander de réflexion. On va te dire, OK, il faut faire un draft. Tu vas faire, bah, d'accord, je draft, je sais ce que c'est. On va te dire, c'est de la pose d'ouvrier. D'accord, je me doute que quand je vais me poser là, tu peux plus y aller, etc., etc. Il y a plein de mécaniques qui vont devenir une évidence. Du coup, tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Et du coup, un jeu qui est censé être expert va pour toi être relativement simple parce qu'en fait, les 20 paramètres que tu devais prendre en compte, bah, en fait, il y en a déjà 10 que tu prends même plus en compte parce que c'est devenu un automatisme pour toi. C'est en ça qu'un truc est plutôt expert ou plutôt au grand public, c'est juste à quel point tu as déjà assimilé des mécaniques. Ouais. Bref, voilà. Et donc, avec Immortalité, on commence à avoir un nombre de mécaniques, de paramètres à prendre en compte, de choix et de conséquences qui commence à être assez énorme. D'accord, oui. Et là, je le recommande parce que je trouve que l'extension est très sympa. Il y a pas de souci sur ça. Elle n'est pas ratée du tout. Maintenant, elle n'est pas nécessaire pour apprécier le jeu. Et elle risque, si vous jouez avec des gens qui sont peut-être moins gros joueurs que vous, elle peut vite leur faire peur. D'accord, je vois. Concernant le jeu justement, Dune, il est arrivé comment entre tes mains? On a découvert ce jeu, on l'a testé du coup avec les personnes avec qui j'ai l'habitude de jouer. C'était un peu une évidence. En fait, il est sorti la même année que Narak de chez Yellow, Ouais, Les Ruines perdues de Narak. Et en fait, quand on a joué à ces deux jeux-là, on s'est dit waouh. OK. Alors, je pense qu'on a le meilleur jeu expert de l'année, mais lequel? Parce que les deux sont excellents, mais chacun à leur manière, quoi. Ils apportent pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, Narak, pour moi, c'est un jeu qui fonctionne très bien à deux. Je vous le recommande. Ça fonctionne aussi à plus, mais je trouve que ça apporte pas quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'à deux, tu as à peu près 90% de l'expérience. Et au moins, la partie est plutôt rapide, puisqu'il y a que deux joueurs qui jouent. Dune, à l'inverse, pour moi, ne fonctionne pas du tout à deux. Oui. Ça te gâche un peu le plaisir de jeu, puisque ça fait intervenir un automa, un personnage neutre, qui est joué par une intelligence artificielle, entre guillemets. Donc en fait, c'est toi qui vas jouer à la place de ce troisième joueur neutre. Et en fait, il y a beaucoup de hasard, et c'est pas très intéressant parce que Dune est quand même un jeu où il y a finalement assez peu de hasard. C'est un peu chiant de mettre ça dans une partie à deux. Donc pour moi, Dune, c'est 3 joueurs minimum, et 4 idéalement. D'accord. Et donc, ouais, je parlais de Narak, et donc je découvre Dune, et là, on commence à se poser des questions, à dire, bon, alors, on préfère l'un ou l'autre. Alors, évidemment, il y a eu des discussions dans le jury aussi, puisqu'on était à peu près d'accord pour dire que ces deux jeux étaient fabuleux, mais que c'était difficile de dire, OK, lequel méritait plus que l'autre. Et en fait, on avait du mal à trancher, mais ce qui nous a fait trancher, c'est juste le fait que c'est à Dune qu'on avait plus envie de rejouer. Au final, oui, ça tombe sous le sens. Il y en a un qui t'attire plus sur le long terme. Comme je disais, les jurys de l'Asdor, on est 9. Oui. Je pense que tu remplaçais 2 personnes dans le jury et ça pouvait peut-être être Narak qui gagne, tu vois. D'accord, ouais. Ça reste des sensibilités propres. Tu vois, tu as un petit poil plus d'interaction, par exemple, dans Dune. Il suffit que tu aies un jury qui aime un peu plus l'interaction, bah, il va peut-être plus pencher pour Dune. Là où peut-être si tu as des joueurs un peu plus coopératifs, Oui. ils vont peut-être plus se plaire dans Narak, qui est plus un jeu de gestion de ressources. Et donc, ouais, on découvre Dune, on passe un excellent moment, on le teste dans toutes les configurations possibles. Et on se dit, ah ouais, putain, c'est brillant, quoi. En fait, quand on joue à un jeu avec mon collègue Ophelos, Oui. on aime beaucoup essayer de le corriger. On y joue, on essaie de voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et on se dit, OK, ce qui nous plaît pas, est-ce qu'il y avait moyen de le corriger? Donc on réfléchit, on se creuse un peu, on dit, ah, peut-être en faisant cette mécanique-là, en faisant tel truc, en changeant ça par ça, voilà. Et en fait, quand tu arrives sur un jeu comme Dune et que tu te dis, je ne vois pas ce que je pourrais changer, Ouais. je n'ai rien à redire, je ne pourrais pas faire mieux. Je me dis, OK, bah bravo, Ouais, c'est que le produit fait son effet et que, bah, il a été réfléchi et il est fini, il est testé, il est équilibré, les cartes, elles fonctionnent, l'infographie, elle est claire, l'iconographie, il y a rien à redire. Non, c'est vraiment propre. Alors en plus, quand tu joues avec la version Deluxe où tu as les petites figurines et tout, en termes d'immersion, c'est encore un peu mieux. ouais, tu m'étonnes. Non, franchement,
c'est assez facilement, pour moi, le jeu de ces 10 dernières années. Ah oui, quand même, ouais. Oh ouais, ouais, je pense, hein. Pour moi, il y a eu Seven Wonders et après, il y a eu Dune Imperium, quoi. Après, est-ce que le jeu t'a donné envie de enfin, est-ce que tu connaissais l'univers de Dune ou si tu ne le connaissais pas, est-ce qu'il t'a donné envie de tenter de lire les livres? J'ai jamais lu le bouquin, mais par contre, j'avais vu le film. Ouais. Quand j'ai vu le jeu, j'ai fait: «Ah, c'est Timothée Chalamet, super!» Ça Mmh. n'apporte rien pour moi, hein, c'est juste, c'est un petit clin d'œil où je me dis: «Oh, c'est cool». Est-ce que ça vaut le prix de la licence? Je suis pas sûr. Ouais, ça, de toute façon, oui. Ouais, vous l'auriez appelé Dune et vous auriez pas pris les visages des acteurs, ça vous aurait peut-être coûté moins cher et ça aurait probablement marché exactement pareil. Bon, c'est pas très important. J'aime beaucoup l'infographie de la boîte, enfin, c'est très, très sobre avec le Dune marqué, d'une manière très légère, Ouais, très c'est joli. classe. L'univers de Dune, ouais, j'ai pas lu le bouquin, donc je le connais assez peu. J'ai hâte de voir le deuxième film là, qui sort, qui est déjà sorti quand vous écoutez ce podcast. Ouais. Et j'espère que j'ai trouvé ça cool. Ouais, moi aussi, j'avoue que j'ai hâte parce que le premier j'ai beaucoup aimé et moi, j'avais tenté de lire les livres, Ouais, pareil. quand j'étais un peu plus jeune et c'est vrai que, bah, c'est un livre, qui date des années 60 qui est très dur à lire et moi, la traduction que j'avais, elle était très dure à lire. Enfin, les Mm. phrases n'en finissaient pas. J'ai lu le tome 1 mais j'ai lâché Bah, après. écoute, hein, le Seigneur des Anneaux a des phrases qui n'en finissent pas, pourtant il a eu du succès aussi. Hein. C'est vrai, absolument. Merci beaucoup pour ce partage autour de Dune. Est-ce que tu pourrais, bah, te présenter un petit peu pour, l'audience qui ne te connaît pas? Eh ben, merci de me découvrir. Moi, c'est Maxime Dan. Je suis streamer, youtubeur, enfin, en gros, créateur de contenu, quoi. Je préfère dire ça, c'est plus simple. Oui. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Les Joueurs du Dimanche, une chaîne YouTube où on parle de jeux de société, on explique des règles, on joue, on débat. On fait aussi beaucoup de TCG, de jeux de cartes. Mmh. On fait à peu près tous les jeux de cartes qui existent, donc ça va de Magic à Pokémon en passant par One Piece, Altered, Star Wars, Flesh and Blood, Dragon Ball, bref, on les fait quasiment tous. À partir du moment où il y a un nouveau jeu de cartes qui sort, il va forcément passer dans nos mains. Ouais. Notre but sur ce créneau-là, c'est d'être plutôt exhaustif et récréatif. Et après, si vous voulez rentrer vraiment dans le détail des jeux, dans la construction de decks, etc., on vous redirigera plus vers des chaînes spécialisées. Mmh. Mais voilà, nous, le but, c'est plutôt de jouer et de s'amuser. Et puis derrière ça, j'ai une chaîne, ce que j'appelle ma chaîne principale, mais qui en fait n'est pas du tout ma plus grosse, hein, mais qui s'appelle juste Maxildan. C'est celle où je mets des concepts un peu différents. Quand je vais tourner des vidéos, faire des montages, avoir des concepts un peu plus YouTube, quoi, je les mets là-dessus. Ouais. Et j'ai une dernière chaîne qui s'appelle Maxildan Replay, qui est simplement les replays de mes lives jeux vidéo. Je fais aussi des lives sur Twitch. D'accord. J'aime pas mélanger les choses, j'aime beaucoup avoir une chaîne YouTube qui est propre, qui a du sens. Moi-même, quand je suis un YouTuber, si je le suis pour un format particulier, je veux juste voir ce format. J'ai pas envie qu'il me propose 10 000 trucs différents qui n'ont rien à voir. Et donc, j'aime bien que les choses soient séparées. Et donc, je m'applique ce que j'attends des autres. C'est normal, je le comprends. Ça dilue un peu l'audience, mais c'est pas grave. Je pense que les gens qui aiment regarder les parties jeux de société, ça les intéresse pas forcément de voir mes talk shows ou mes parties de jeux vidéo et vice-versa. Voilà et s'ils apprécient le contenu que tu fais d'un côté, ils peuvent très bien aller le voir de l'autre. Exactement. C'est une bonne façon de s'organiser. J'en profite pour dire que, moi j'aime énormément le concept des joueurs du dimanche. Ah, il est simple, hein, Oui, on vous montre un nouveau jeu, on vous le pitch, on explique les règles et on joue. C'est pas. effectivement, mais il faut le faire. Si je dois différencier notre chaîne par rapport à toutes celles qui existent sur YouTube et qui expliquent aussi plein de jeux et qui le font très bien, ce qui diffère, c'est pas mal l'ambiance. Je pense qu'on a un peu plus qu'ailleurs Oui. l'impression en nous regardant d'avoir vraiment une bande de potes. T'as un peu l'impression que la caméra est pas là. C'est-à-dire que ça va nous arriver d'être vulgaire, ça va nous arriver de nous tromper, ça va nous arriver. Enfin voilà, on fait tout un tas de blagues. Et c'est vrai qu'il y a un ton peut-être un peu moins lisse que dans beaucoup de chaînes qui, je vais dire, sont sages. Tu vois, ils essayent toujours de pas être vulgaires, ils essayent toujours de. Ils sont pas forcément là à faire des grosses blagues en plein milieu de la partie. Ouais, mais ce qui n'enlève en rien la qualité de leur contenu évidemment, hein. C'est pas Exactement, ce que je souligne. exactement. C'est vraiment pas là où je veux venir. Même moi, tu vois, je vais même parfois plutôt avoir tendance à accélérer la cadence ou dire attends, passons un peu moins de temps sur cette explication, on s'en fout. L'important, c'est qu'on s'amuse, donc go, on va direct à l'essentiel. Ça, c'est mon expérience un peu d'animation sur. Je travaillais longtemps sur la chaîne Le Stream, qui était une web TV où on faisait tout un tas d'émissions différentes, dont du jeu de société d'ailleurs, Oui. et où on avait vraiment la nécessité et on regardait vraiment avec attention les audiences. Et tu vois très vite que dès qu'il y a une baisse de rythme, les audiences, elles descendent. Donc, tu as vraiment ce boulot de devoir accrocher les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne doit jamais y avoir un moment de silence, jamais y avoir un moment d'ennui, de calme ou quoi. Il faut toujours accrocher les gens avec une nouvelle phrase, avec un nouveau propos, Ouais. avec une nouvelle action. Et j'essaie d'appliquer ça à tout ce que je fais. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a moins de moments de creux dans nos émissions qu'ailleurs, quoi. Ça se ressent pas? Une émission que vous avez sortie en décembre là, qui faisait un récap des jeux, qui vous ont marqué sur l'année 2023. Board Game Awards. Exactement. Le concept était bien, c'était cool.
vos avis sont pas forcément tous les mêmes sur les jeux qui sont présentés et c'est ça qu'on cherche aussi. C'est-à-dire que quand moi je présente un jeu tout seul, bah, j'ai mon avis dessus, donc je le vends. Personne n'est là pour te contredire, C'est quoi. ça. Alors que toi, tu vas peut-être dire: «Ouais, mais moi j'ai pas aimé ça parce que ça» et toi, c'est aussi ce genre d'échange qu'on aime Mmh bien. mh, mmh. Les joueurs du dimanche, je recommande. On est souvent avec Marie, Jordana, justement. Avec Rofelos, on a souvent des avis relativement proches, même s'ils peuvent différer un petit peu. C'est vrai que Marie a des goûts, très différents des nôtres et en fait, c'est exactement pour ça que c'est intéressant, hein, tu l'as signalé, Ouais, c'est qu'en fait, si tu nous écoutes juste, Rof et moi, bah, tu vas tomber un peu tout le temps sur les mêmes jeux, quoi et Marie va apporter une sensibilité différente, et c'est ça qui nous intéresse. c'est ça. En tout cas, toutes tes infos, je les mettrai dans les notes de l'émission ainsi que, bah, la plupart des réseaux où on peut te trouver. Bah, merci. Ça, si les gens veulent te rejoindre sur Twitter, sur Insta ou peu importe, ils sauront. Est-ce que tu as des projets pour l'année en cours? Cette année, le gros focus, c'est les TCG. 2024, c'est une grande année pour le TCG avec le lancement d'Altered, avec Flesh and Blood qui est sorti il y a pas longtemps, avec One Piece qui va probablement sortir en français, avec Dragon Ball qui sort la version Fusion World, qui est une nouvelle version du jeu déjà existant, Ouais. avec Star Wars qui sort aussi, enfin bref. Juste pêle-mêle, je t'en sors 5-6 qui soit viennent de sortir, soit vont sortir cette année. Donc c'est vraiment, il y a un Eldorado là du TCG cette année. Et il se trouve que mon collègue Rofello, c'est un ancien gros joueur de Magic. Il est vraiment passionné de cartes. Moi, j'aime bien ça aussi. Et j'avais tendance à trouver que il n'y avait pas vraiment en français un endroit extrêmement qualitatif, en termes de production, je parle, pour pouvoir suivre l'actualité du jeu de cartes et voir des belles parties. Ouais. Alors, sur Magic, il y a, je pense notamment à Sol Ring, de l'ami Bandy, qui est incroyablement bien réalisé et monté, et bravo à lui. Ouais. Mais c'est que sur Magic. Et moi, jouer qu'à un seul jeu, ça m'ennuie très vite. Un peu comme les jeux de société, je joue rarement 2 fois à un jeu. Donc, quand je joue 2 fois, c'est qu'il m'a intéressé. Quand je joue plus, c'est que c'est un de mes jeux de l'année, quoi. Mmh. Donc c'est normal, quand tu joues à 200 jeux dans l'année, t'as pas vraiment le temps d'en jouer plusieurs fois au même jeu. Oui, oui, bah, forcément, quoi. Donc j'ai un peu cette boulimie de découvrir des nouvelles mécaniques. Et en fait, sur le jeu de cartes, bah, c'est un peu pareil. Ça m'intéresse pas vraiment de me spécialiser dans un seul jeu. Donc l'idée, c'est de dire, bah ok, on sait qu'on a un studio qui est cool et qui permet de présenter le jeu de société de manière assez propre. Bah, on va essayer d'appliquer ça au jeu de cartes et de faire, en tout cas c'est l'ambition que je me colle, de dire on va essayer de faire la meilleure émission de jeu de cartes en français, traite de tous les jeux avec un niveau de production élevé et pour que les gens aient un endroit où se retrouver et ouais, pour que ce soit lisible et agréable de découvrir de nouveaux jeux. Ça, je surveille de près. J'adore énormément le TCG. Pareil, j'ai longtemps joué à Magic. Mhm. Après, bah, j'ai arrêté parce que mine de rien, Ça coûte cher. ça coûte cher, ça prend un temps considérable, ça se renouvelle 3-4 fois par an. Après, j'ai fait beaucoup, moi, de TCG virtuels du style Hearthstone et compagnie. Ouais. Mais là, j'ai envie de m'y remettre. Et effectivement, One Piece est un de ceux que j'attends, étant donné que j'adore énormément la licence, voir un petit peu ce que ça peut proposer. Écoute, j'ai hâte de mettre la main dessus. Je sais que Rofelos a déjà testé. Il avait plutôt bien aimé. Donc, j'ai eu l'impression que ça reprenait certaines mécaniques du jeu Dragon Ball Super Card Game. Et il se trouve que c'est un de mes jeux de cartes préférés. Ouais, Décorrélé de la licence, hein. J'aime bien Dragon Ball, mais je trouve juste que le gameplay est vraiment assez cool. ouais, bien sûr, ouais, ouais. Et donc, bah, si ça va lorgner de ce côté-là, c'est plutôt chouette. Maintenant, ce qui me fait peur avec tous les jeux de cartes tirés de manga, c'est qu'en général, c'est Bandai qui s'en occupe. Ouais, Malheureusement, ils font souvent des choix un peu discutables. Mais ils ont une expertise japonaise. Et donc, ils ont une manière de voir les choses qui est vraiment liée à ce territoire. Et bah, ça fonctionne au Japon, mais c'est vrai que pour les Occidentaux, c'est pas toujours les meilleurs choix. Je ne sais pas si c'est compatible d'avoir un jeu qui est fait par des Japonais pour des Japonais et qui, malgré tout, cartonne en Occident. J'ai l'impression que ça marche toujours au début parce que bah, la licence pousse et que tu dis ok, bah, pendant 1 ou 2 ans, ça va tourner. Mais est-ce qu'il va durer dans le temps? Franchement, c'est chaud. Alors, tu vas me dire, oui, mais il y a Yu-Gi-Oh! Oui, il y a Yu-Gi-Oh! Mais parce qu'en fait, à l'époque où tu as Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, il y a très peu de TCG sur le marché ouais, et les licences dessins animés sont extrêmement fortes. c'est ça. Et en fait, tu as soit des enfants qui y jouent parce que l'animé leur parle, soit des adultes qui y jouent parce qu'ils ont la nostalgie de quand ils étaient enfants. Mmh. Là, quand tu sors Dragon Ball aujourd'hui, est-ce que les enfants d'aujourd'hui regardent Dragon Ball? Je suis pas sûr. Donc ça touche plus la nostalgie des trentenaires, je pense. Puis en plus, pareil, ça coûte un certain prix. Et puis il y a des choix un peu discutables sur le jeu organisé. Tu vois, le fait qu'en France, t'as pas le droit de jouer des cartes anglaises en tournoi, enfin, ce genre de truc. C'est vraiment pour pousser à l'achat, c'est nul, quoi. Ouais, déjà, ouais. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont un petit peu énervantes. Des choix de production aussi, où par exemple, les cartes n'étaient pas toutes fabriquées dans la même usine et du coup, il y avait des cartes plus lourdes que d'autres. Donc en fait, ça expliquait pourquoi tu pouvais pas les mélanger dans un deck. Parce que du coup, tu avais des cartes plus épaisses ou plus lourdes ou machin. Ah, Enfin, les gars, vraiment, c'est chiant, quoi. ouais, je Le but, comprends. c'est d'unifier pour que les joueurs du monde entier puissent s'affronter.
Donc voilà, il y a des choix un peu bizarres comme ça, ou même d'équilibrage. Ou par exemple, les jeux japonais souvent n'ont pas de standard. Ok. C'est des jeux avec des banlists. Donc ça veut dire qu'une carte qui est sortie jour 1, bah souvent elle est encore jouable dans le format actuel. Mhm. Ah, le problème, c'est que ça te fait du coup des cartes qui sont extrêmement rares, qui coûtent extrêmement cher. Et en même temps, si tu les as pas, bah, ton deck il est pas compétitif. Ouais, C'est un petit peu relou. Alors que le format standard, bah, l'avantage aussi, c'est que c'est une bonne porte d'entrée pour les nouveaux joueurs. Quand tu as le format standard dans les cartes, ça veut dire qu'on autorise, par exemple, que les cartes sorties ces 2 dernières années. ouais. Bah, du coup, si toi, tu es nouveau joueur, bah, tu n'as pas 10 000 cartes à analyser. Oui, c'est ça. Tu as juste 5, 6 extensions à regarder. Tu regardes les cartes qui t'intéressent. Elles sont plutôt récentes, donc a priori, elles sont peut-être pas hors de prix. Absolument. Et c'est parti, tu vois. Aujourd'hui, si tu veux te remettre à Magic, c'est pas si compliqué en réalité. Tu regardes les mécaniques des 2 dernières années et let's go. Aujourd'hui, te mettre à Yu-Gi-Oh! Mais bon courage. Ouais, c'est ça, ouais. Bon courage. C'est un enfer. C'était juste pour expliquer qu'il y a des choix marketing, mécaniques sur la conception des jeux en fonction de s'ils sont faits par les Occidentaux ou par les Japonais, qui sont très différentes. Et franchement, c'est dur de faire perdurer un jeu asiatique chez nous, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Bon, bah, écoute, bah, merci pour ce chouette moment partagé autour de Dune et même un petit peu, du TCG sur la fin. Bah, merci à toi et je te souhaite plein d'autres podcasts très intéressants et j'espère que je t'ai donné envie de jouer à Dune. Ah oui, c'est ça le problème en fait, c'est que oui, oui, à chaque fois tous les gens quand ils parlent de jeux, que ce soit jeux vidéo, jeux de société, donc ceux que je connais, bah, ça va. Ceux que je connais pas, j'écoute avidement et ouais, bien entendu, ça donne envie de craquer. Crac, crac. C'est pour la bonne chose et puis c'est pour faire découvrir aussi de bons jeux, aux copains, donc c'est chouette. Et ben merci à toi. Bah, écoute, bah, je te souhaite une bonne continuation, du coup, bonne partie de Dune cet après-midi. On va retester le jeu avec ces 2 extensions parce qu'on organise un tournoi de Dune en ce moment sur la chaîne et du coup, on va réviser un petit peu histoire d'être calé sur les règles. Eh bah, écoute, parfait. En tout cas, bon courage pour la suite et puis, merci beaucoup. Merci à toi, salut. Pour ma part, vous pourrez retrouver les infos du podcast dans les notes de l'émission, notamment sur Instagram CQTJ Podcast. Et sinon, on se donne rendez-vous mardi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?